Les matinales, Sandrine Sebat. Et mon premier invité de la matinale aujourd'hui, Gérald Garouti, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de Raïm à la lumière d'un violon. Ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Quand je dis ça vient de paraître, oui, en livre. Mais cette histoire de Raïm à la lumière d'un violon que vous avez mis en scène, elle est avec vous déjà depuis plusieurs années. Vous l'avez fait tourner en France. Elle va aller à Londres et à Bruxelles. Vous allez nous en parler. D'abord, pourquoi avoir voulu éditer finalement le livre de la pièce, le livre que vous avez écrit ? Parce que pour moi, il est important que cette histoire résonne de mille manières et que c'est autant un texte qu'un spectacle et c'est d'abord même un récit. Mm-hmm. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé puisque lorsque la fille de Raïm est venue me trouver, elle m'a demandé de raconter l'histoire de son père. Et raconter, c'était d'abord écrire. Écrire pour dire l'indicible et pour dire surtout la lumière, la survie, le dépassement, puisque c'est une histoire de courage, de volonté, et que c'est à cet égard que, n'étant pas moi-même témoin ou survivant de la Shoah, j'ai voulu donner un point de vue sur une histoire qui est donc contée. Et d'ailleurs, ce récit est présenté comme tel, il est publié non comme un texte de théâtre, ce qui n'est pas, oui, tout à fait. Mais comme une parole autonome et qui peut exister en elle-même. Si j'ai choisi de le publier à la demande de Robert Laffont de façon tardive après, c'est parce que je voulais vraiment arriver à un état du texte qui me convienne et qui soit complètement achevé. Ça m'a pris 4 ans d'écrire ce texte et une trentaine de versions, et j'ai continué, alors que nous le disions, que nous le jouions en France et ailleurs, j'ai continué à le peaufiner, à le travailler. Maintenant, je considère que le texte est achevé. Oui. C'est donc là que j'ai accepté qu'on le publie. Alors, on va parler évidemment du texte et de l'histoire de Raïm Lipski, mais d'abord quelques mots sur vous, Gérald Garouti, même si on vous connaît bien, vous êtes metteur en scène, auteur. C'est vrai, quand on voit un peu votre bio, on se dit que vous auriez pu avoir un tout autre parcours finalement que le théâtre. Vous avez fait l'école normale supérieure, vous avez fait Sciences Po Paris, vous avez fait l'université de Cambridge avec la philosophie politique. Vous auriez pu être politique, vous auriez pu être plein d'autres choses, mais il y a eu le cours Simon aussi. Oui, le théâtre est en fait une origine, une chose essentielle, et l'autre dimension, c'est l'écriture. Donc, homme de théâtre et homme du texte, donc d'écriture aussi, et pour moi c'est une forme de synthèse entre les différentes vies. À un moment, la question politique m'a toujours intéressé, mais dans ces dimensions d'ensemble, par exemple raconter la question de la survie ou raconter les enjeux de la liberté, ce sont pour moi des manières de réfléchir. Et puis ce que vous avez évoqué en termes de formation, c'est une manière pour moi de réfléchir. En tout cas, j'intègre à l'écriture maintenant, à une forme de réflexion et à la mise en scène, ces différents éléments. En tout cas, j'essaye. Vous avez essayé, vous avez essayé fort bien, parce que le texte est extrêmement fort, bouleversant et en même temps très épuré comme texte. Ce n'est pas un récit comme on en a lu sur la Shoah, qui peuvent parfois être très longs, très détaillés. Vous allez à l'essentiel et finalement, vous le dites d'ailleurs dans la postface, le cœur du livre, la déportation en l'occurrence à Auschwitz, ça ne tient que très peu de pages dans le livre. 10% du texte. Pourquoi ? Parce que pour moi l'essentiel est la traversée. C'est la traversée du siècle, c'est la manière dont une volonté permet de dépasser une condition initiale défavorable, de traverser une catastrophe, de survivre et de transmettre. Et donc le texte, je l'ai vraiment construit de façon extrêmement minutieuse, en dosant chacun des moments. Et en effet, au milieu se trouve Auschwitz, qui est comme une forme de trou noir et qui évidemment irradie sur le reste, mais je voulais qu'on puisse, à l'image de cette vie, témoigner d'une lumière et d'un espoir. Je pense que dans une époque assez mortifère, dans une époque où le sens paraît déserté, eh bien, donner un message d'espoir, un message de vie, à l'image de la vie de Raïm, me paraissait essentiel. Alors qu'effectivement, un message absolument incroyable. Il est toujours là, Raïm ? Il est toujours là. Bien, il vient de fêter ses 94 ans. 94 ans, jusqu'à 120 ans, voilà, au moins. Jusqu'à 120 ans, comme on dit. Alors, son histoire commence effectivement à Lodz, cette ville de Pologne, dont on a entendu beaucoup parler ensuite en raison du ghetto de Lodz. Et très vite, depuis qu'il est petit, Raïm, il s'intéresse à la musique, il entend la musique klezmer dans la rue, et puis évidemment, comme ses parents n'ont pas du tout de moyens, c'est d'abord une mandoline avant d'arriver au violon. Oui, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une conquête, puisque les parents, alors que la musique est omniprésente par le chant, par la prière, les parents n'imaginent pas que musicien soit un mode de vie décent et considèrent que ce soit une vie normale. Et donc, finalement, en voyant cette vocation irrépressible de leur enfant, qui ne renonce pas, ils l'aident et ils lui achètent cette mandoline, en effet, et ils accompagnent ce désir.
Alors petit à petit, on sent dans le livre, les nazis arrivent au pouvoir et vous expliquez, les Ariens méprisent les Slaves, les Allemands haïssent les Polonais haïssent les Russes, qui haïssent les Allemands vomissent toute l'Europe et l'Europe s'embrase, mais au final, tous ces peuples qui se haïssent tombent d'accord pour mettre les Juifs à mort. C'est le point commun, hein. Ils détestent les Juifs. Oui, il y a un point commun qu'on peut constater chez une partie, en tout cas, de ces différents peuples, sans généraliser. Mais toujours est-il que on sait, par exemple, que je l'ai écrit d'ailleurs, que dès l'invasion allemande, il y a des exactions antisémites commises par les Polonais, oui. Et non seulement par les Allemands. Alors, ils vont déménager, ils vont aller dans le ghetto, et dans le ghetto, Chaim, qui est jeune, va tout de suite aller trouver des musiciens. C'est-à-dire que les musiciens sont regroupés dans le ghetto parce que, qu'ils soient classiques ou klezmer, ils sont à peu près tous juifs, en effet, et donc ils sont parqués là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, des orchestres sont constitués pour aider à vivre, et que la musique est une manière de survie. Comme d'ailleurs différentes formes d'art à ce moment-là. Alors Chaim va être déporté ensuite à Auschwitz, et là aussi il va être dans l'orchestre du camp. Oui, alors il est dans l'orchestre du camp, et la chose la plus folle de cette histoire à rebondissement, c'est que il n'est pas déporté, mais il est très précisément, il y va. Ouais. Comme vous le dites, exactement, il y va. C'est-à-dire qu'il pense trouver un avenir meilleur en partant à l'Est, en montant dans un train, et il se retrouve à Auschwitz. Et paradoxalement, c'est une chose qui le sauve, si j'ose dire, parce que lorsque le ghetto a été liquidé, plus tard, à la fin de la guerre, eh bien, je pense que beaucoup moins de Juifs en sont sortis. Oui. Donc, à Auschwitz, oui, il se retrouve dans l'orchestre du camp. Alors dans l'orchestre du camp, là on l'a dit, finalement la partie à Auschwitz ne tient que quelques pages, mais extrêmement forte, extrêmement épurée. Comment vous avez fait finalement? Vous dites que ça vous a pris 4 ans après pour le texte, à partir de ce que Chaim vous a raconté pour écrire. Vous avez écrit devant lui, vous avez pris des notes, vous l'avez enregistré, vous avez travaillé comment? Je dirais quasiment que le plus important dans ce que Chaim m'a dit, ce sont ses silences. C'est ce que vous dites à un moment. Vous dites qu'ils ont 2 langues, il y a le yiddish et le silence. Oui. Et il fallait que le texte se fasse l'écho de ce silence. C'est pour ça que dans l'écriture même, parce que ça a d'abord été un travail d'écriture, la partie mise en scène ici a découlé littéralement de l'écriture. Et d'ailleurs, j'ai écrit de façon musicale, puisque ça a été un spectacle musical, mais je voulais que le texte tienne de façon absolument autonome. Eh bien, il fallait arriver à tailler, vraiment à tailler de façon la plus, comme vous l'avez dit, épurée possible, la plus limpide, la plus juste, un effort de justesse, parce que chaque mot risquait de faire tomber ou dans l'obscénité ou la superficialité. Donc il fallait trouver ce point d'équilibre, sans donner de leçons, sans verser dans le pathos, et en même temps, en respectant le silence de Chaim, tout en donnant à entendre, et si possible à voir, en évoquant, en tout cas à suggérer. Et ça a été en effet très long, et j'ai procédé en enlevant, c'est-à-dire non seulement à partir de la parole de Chaim, mais là il reste très peu de choses, si vous voulez, du témoignage direct de Chaim. C'est vraiment une écriture de ma part, et c'est vraiment un récit de quelqu'un qui entend cette histoire et qui la transpose, et qui essaye d'être le plus juste. Là où en même temps j'ai été heureux au bout du compte, après avoir été très longtemps insatisfait des étapes antérieures, c'est lorsque des survivants du ghetto de Lodz, à la sortie du spectacle, m'ont dit c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais. Alors que, en effet, je dis les choses de façon extrêmement mesurée. Et voilà, cette justesse-là, cette fidélité était essentielle pour avoir le sentiment de ne pas avoir trahi. Alors aujourd'hui, Chaim, il a continué à faire de la musique pendant un moment. Il est parti en Israël, et ça vous le découvrirez aussi dans le livre. Mais en Israël, vous dites, il renonce à faire de la musique. Il devient électricien. Et par contre, c'est ses enfants qui vont devenir de très grands violoncellistes pour l'un et violonistes pour l'autre. Oui. Là aussi, c'est un silence de Chaim. C'est-à-dire que je n'ai pas explicité dans le texte, mais lorsqu'on demande à Chaim pourquoi il a arrêté la musique, pourquoi il est devenu électricien, il vous répond qu'il fallait bâtir l'État d'Israël. Et que Israël n'avait pas besoin de musiciens, mais de bâtisseurs. Et que donc, puisque ce pays l'avait sauvé, ce pays l'avait accueilli, après les pogroms, après la solution finale en Europe, eh bien, il fallait contribuer à son édification. Évidemment, ça c'est l'explication heureuse. Oui. Mais la mienne, celle que je n'ai pas explicitée dans le texte, c'est que la musique était devenue impossible. C'est-à-dire qu'après avoir joué à Auschwitz, pour les nazis, lors des pendaisons, la musique avait été et la survie et le calvaire. Et que donc, il était impossible d'avoir le même rapport et de faire de la musique sa vie alors qu'elle avait sauvé sa vie. Et donc, la musique était à la fois interdite
est nécessaire. Et donc, la transmission a été le moyen, à mon avis, c'est mon interprétation. Oui, oui. C'est pour ça que je parle de cette écriture-là, a été la manière de continuer à travers ses descendants. Et d'autant plus que il dit une phrase que vous reprenez après plusieurs fois dans le livre, après chaque concert d'un de ses enfants ou de ses petits-enfants, il dit « Toute cette joie vient de moi et vous dites « Voilà pourquoi ce récit se fonde par-delà la Shoah sur la transmission, sur l'art comme dépassement de l'horreur. » Oui. Die ganze Simcha stammt von mir. Il le dit en yiddish. Pardon pour les yiddishophones, pour mon accent épouvantable. Mais toujours est-il que cette phrase exprime bien ce que la musique a été. D'ailleurs, lorsque les enfants et petits-enfants parlent de la musique telle que Chaim a voulu qu'ils l'apprennent, ils en parlent comme d'un enseignement quasiment militaire, comme s'il leur avait donné cette consigne de survie par la musique, puisque lui, ça avait été sa planche de salut. Donc, il y a là, et c'est ce qui était le plus difficile dans l'écriture de ce texte, il y a là un jeu d'équilibre pour arriver à dire en suggérant sans être manifeste, voilà, et être à la mesure de ce silence que vous évoquiez. Alors Chaim, à la lumière d'un violon, a été joué à la salle Gaveau pendant plus d'un an, je crois, reprise, une tournée également en 2013 et 2014. Aujourd'hui, vous allez la présenter à Londres et à Bruxelles. C'est quelque chose qui finalement va vous accompagner longtemps, et ce texte, j'imagine évidemment, et la pièce que vous continuez de la présenter. J'ai commencé à écrire il y a à peu près une vingtaine d'années sous différentes formes. Mais ce texte a sans doute été le plus difficile à écrire, certainement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, au-delà de la demande initiale qui m'avait été faite d'écrire et de mettre en scène cette histoire, au début, personne ne l'avait soutenue. C'est-à-dire que... comme souvent. Comme souvent, voilà. Ouais. Il a donc fallu se battre. Et en effet, au total, maintenant 7 années après le début de cette aventure, nous avons joué près de 80 fois avec des dizaines de milliers de spectateurs. En effet. Qui joue le spectacle? C'est vous? Ce sont des comédiens? Non, ce sont des comédiens. C'est la comédienne Mélanie Doutet, qui est excellente et qui a toute la finesse. On a beaucoup travaillé ensemble pour arriver à cette justesse de ton et qui est radieuse. Et puis les 4 musiciens que je vais citer parce que sont vraiment des compagnons d'aventure. D'ailleurs, je viens de les voir. Dana Chokarli, qui est une lumière, pianiste internationale, et Benaïm, violoniste magnifique israélien, et le duo des Mensch, bien connu, Alexis Kuhn et Samuel Maquin, duo klezmer radieux aussi. Donc voilà, c'est avec cette troupe-là que nous continuons le spectacle et que nous jouons, comme vous l'avez dit, à Londres du 10 au 20 juin, à la Print Room et à Bruxelles le 27 avril. Voilà. Et je peux vous dire attendre à Bruxelles. Voilà. Je salue nos amis de Bruxelles qui m'ont déjà mis des mots ce matin en disant voilà, qui vous attendaient impatiemment. Qu'est-ce que ça vous a appris, Gérald Garouti, ce livre, ce parcours finalement avec Chaim? Parce qu'évidemment, vous allez continuer à faire beaucoup d'autres choses, d'autres pièces de théâtre également, mais forcément, c'est à part ça. Oui, c'est même unique, comme le disent d'ailleurs ceux qui participent à l'aventure et certains des spectateurs qui voient le spectacle. Et il y a quelque chose d'unique en termes de résonance et certainement, en tout cas pour moi, une forme de leçon de vie. C'est-à-dire que à de nombreux moments, on est confronté à des situations difficiles, voire impossibles. Et par exemple, pour l'écriture de ce texte ou pour sa mise en scène, il y avait des obstacles extrêmement pénibles. Et je me disais, si Chaim a réussi à survivre à Auschwitz, je dois pouvoir réussir à trouver le financement. Même quand j'ai mis en scène Lorenzaccio avec 30 comédiens l'année dernière, ou là Richard III, ou d'autres aventures. Oui, là vous êtes Richard III. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas Richard III, mais je ne suis pas Richard III. C'est un excellent comédien qui le joue. J'espère pas. Oui. Mais en tout cas, voilà, pour des aventures. C'est pas pareil, Richard III, si. Richard III, on tourne. Vous tournez, c'est ça. 80 dates en France. On va terminer à l'Aquarium au théâtre de l'Aquarium, donc à la cartoucherie. Mais là, on vient de le créer à Limoges. Mais donc ça, c'est pour la partie mise en scène, et pour la partie écriture, il y a d'autres formes d'écriture, mais disons que c'est une école du dépassement. Voilà, c'est une leçon de vie et c'est une forme de lumière, et c'est ce que j'ai voulu transmettre aux spectateurs en cet âge quelque peu ténébreux. Oui, c'est peu de le dire. C'est donc Chaim à la lumière d'un violon. Ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Gérald Garouti, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Et puis vous revenez quand vous voulez pour d'autres, peut-être après Londres ou Bruxelles, ou s'il y a d'autres dates. Merci infiniment. Joie. Merci. On va marquer une petite pause musicale, 11h25. On va se retrouver juste après avec notre invitée, c'est la directrice du musée de la Shoah à Washington. À tout de suite.